Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on continue sur la série Entrepreneurs dans le sport, sportif entrepreneur. Enfin bref, on va essayer de trouver des ponts entre le sport et l'entreprise, voire l'entrepreneuriat. Mon invité du jour est Adrien Rambaud. Salut Adrien. Bonjour Armano. Pour la petite blague, Rambaud, ça s'écrit R-A-M-B-A-U-D, hein, pas comme Rambo le boxeur. Mais je suppose qu'on te l'a jamais faite cette blague-là. Non, on ne l'a jamais faite. Évidemment. Plus sérieusement, j'ai coutume dans ce podcast de demander à mes invités qui ils sont. Donc dis-nous tout, qui est Adrien Rambaud ? Allez, je me lance. Donc moi, Adrien, oui, j'ai 32 ans. Ouais, j'aime bien quand même me définir par mes origines. J'ai grandi à Lyon, mais il se trouve que j'avais quand même une famille qui venait de Haute-Savoie et de Savoie énormément. Et j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse dans les montagnes. Et en fait, c'est quelque chose qui me raccroche beaucoup parce qu'aujourd'hui, ayant fait également beaucoup de sport, en fait, je me définis comme quelqu'un qui est avant tout un sportif montagnard, donc presque plus par mes hobbies que par mon travail. Mais à côté de ça, donc, je suis ingénieur de formation. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Morio, qui milite pour l'usage des vélos en ville, mais pas que. Et donc, on assure des flottes de vélos électriques contre le vol. Voilà. Mais donc, comme je disais, à côté de ça, en fait, je suis d'abord et avant tout un sportif de montagne. Donc, je fais beaucoup de trail l'été en compétition. L'hiver, je fais du ski de rando, du ski de fond. Et donc, j'habitais à Toulouse pendant 6 ans, mais là, je viens de déménager à Grenoble pour me rapprocher justement de cet environnement. Et en plus de ça, et enfin, ça fera déjà pas mal, justement, j'ai un double projet professionnel où je suis en train de me former en tant qu'accompagnateur en moyenne montagne pour aussi exercer, emmener des gens en montagne, entraîner en trail. Et on verra par la suite, mais en tout cas, j'ai quand même envie de relier ma passion pour le sport de montagne et mon travail. Ceci explique donc cela. On parlait en off justement de ton arrivée récente à Grenoble. Voilà, on comprend mieux pourquoi après quelques années à Toulouse, tu es parti te ressourcer à la montagne. Oui, alors il faut quand même pas négliger la ville de Toulouse et son terrain de jeu parce que, alors, comme je le dis souvent, à 1 heure autour, il n'y a pas grand-chose, mais dès qu'on passe, tu le sais bien, étant dans le Cidobre, dès que tu passes les 1 heure, depuis Toulouse, tu as les Pyrénées, le Caroux, le Cidobre, les Causses, l'Aubrac. Donc, il y a quand même un beau terrain de jeu, mais ce qui me manquait, c'était de sortir de chez moi et d'être dans la montagne. Et là, je l'ai, quoi. Voilà. Encore ce week-end, je suis allé faire du ski en vélo et ça, c'est pas mal. C'est vrai que le terrain de jeu est sympa par ici. Après, c'est pas non plus de la haute montagne comme on peut avoir dans les Alpes du côté de Grenoble. Non, mais moi, j'aime bien les terrains. Dès qu'ils commencent à être vallonnés, les Causses, par exemple, j'adore. On ne peut pas appeler ça de la haute montagne. Certes, on ne peut pas faire du ski de rando, mais quand tu aimes la nature et le sport, tu as déjà un terrain de jeu qui est fou. Et une sensibilisation aussi à la nature avec des paysages qui sont
qui impose quelque chose, disons. C'est clair. Bah, écoute, on aura l'occasion d'y revenir et notamment sur ton engagement pour l'écologie. Restons un petit peu sur toi. Tu nous dis que tu es ingénieur de formation, mais tu as toujours été sportif, assez sportif, beaucoup sportif, très sportif. Ça remonte à quand tes souvenirs de sport? Est-ce que tu as toujours été un petit gamin un petit peu agité et du coup tes parents t'ont mis à une activité physique? Euh, je suis épileptique et j'ai perdu la mémoire avant mes 10 ans. Donc, au tout début, je me souviens pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai deux parents très sportifs. Ma maman étant haut-savoyarde, faisait beaucoup de sport, mon papa aussi. Et du coup, en fait, très vite, ils nous ont mis à des sports. Et donc, je sais qu'à l'âge de 10 ans, déjà, j'étais dans 3 sports différents, rugby, tennis et ski alpin le week-end. Et bon, il a fallu choisir. Et donc, en fait, toute mon adolescence, disons, j'étais en compétition en ski alpin. Et alors, est-ce que j'avais la bougeotte? Sûrement, mais en effet, j'en avais de quoi nous combler avec le tennis le mercredi, le ski le week-end, la course à pied avec ma maman. Mais par contre, j'ai toujours été très compétiteur, ça oui. Et en ski, je pouvais pas faire une compète sans vouloir gagner. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire des stages d'été, tout ça, essayer d'intégrer des groupes de compétition, j'y suis allé et j'ai fait quelques petits résultats. Pas très loin d'Alexis Pinturo, pour ceux qui connaissent. Puis après, j'ai tourné, après en études, je faisais 4 sports aussi, pareil. Enfin, oui, non, j'ai toujours été, j'ai adoré le sport, mais il y a aussi la compétition derrière qui me drive et qui fait que je peux m'y donner à 300%. Et alors, qu'est-ce qui a fait que justement, tu n'as pas choisi la voie de sportif de haut niveau? Tu disais que tu as fait quelques résultats pas très loin d'Alexis Pinturo. Lui, il est vraiment bien, bien, bien dans le haut niveau. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas choisi cette voie-là? Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu c'était un peu et c'est presque toujours un rêve. Et en trail, j'essaye de toucher des bons athlètes, mais à la fois, je viens d'une famille à moitié montagnarde, mais avec quand même aussi une éducation très citadine. Et le but, c'était de faire des études, quoi. Et j'étais que, entre guillemets, dans les 50 premiers en France, en minime, quand il fallait aller s'orienter vers le sport-études. Et bien qu'étant lyonnais, contrairement à tous les autres, le jeu en valait pas la chandelle, selon mes parents, de faire un sport-études et de m'engager dans cette voie. Donc, et je pense que bon, le ski n'était pas fait pour moi dans tous les cas, donc je regrette pas, mais c'est sûr que voilà, c'était moi si je m'étais écouté, si j'avais écouté ma passion, j'aurais peut-être bien foncé dedans, mais la raison, voilà, a fait que. Mais ça me rattrape. Je vois ça. D'un point de vue santé, tu disais que tu es épileptique. Ça t'a pas joué des tours justement avec le sport? Non, 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 ça, l'épilepsie, c'est quelque chose j'ai un traitement qui la contient. J'ai eu quelques petits soucis pendant mon adolescence. Mais limite, je me refermais peut-être un peu trop dans le sport au moment où j'ai des petits problèmes. Donc, non, ça m'a jamais joué des tours. Non, non, ça, c'est pas, bon, peut-être que je suis un peu plus fatigué, tout ça, mais ça, non, c'est pas, non, non, ça, au contraire, on fait quand même souvent de faiblesse une force et je pense que l'épilepsie m'a appris pas mal de choses étant jeune et m'a forgé et maintenant je suis encore meilleur, disons. Bon, donc quand mon fils arrivera dans le studio, je lui dirai qu'il ne joue pas avec la lumière, c'est ça, pour éviter les flashs et que tu nous fasses une crise en live. Ça marche pas pour tout le monde, ça. Pour moi, ça me déclenche pas de crise. Tu peux aller en boîte de nuit sans souci. Nickel. Ouais, parce qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie. Alors après, on n'est pas forcément là pour en parler, mais ça se caractérise comment justement? Est-ce que ça arrive comme ça d'un instant à l'autre ou est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Oui, en gros, je pense que c'est pas la peine d'en parler trop. Je pense juste parce que ça intéresse pas les gens, à mon avis. Mais oui, au lycée, ça pouvait arriver comme ça. Et maintenant, on a stabilisé un traitement qui fait que ça n'arrive plus. Allez, la petite anecdote, c'est que j'ai un traitement qui j'essaie de diminuer parce qu'il donne des effets secondaires où je peux voir double. Et dans le Caroux, il y a 5 ans, j'ai fait mon premier trail où j'ai vu double en descente. Et voir double en descente dans le Caroux, c'est pas facile. Donc la seule problématique, c'est les effets secondaires des médicaments. Mais maintenant, j'en prends plus avant la course, je les prends après. Ça va mieux. Voilà. Ok, bon bah écoute, à bon entendeur, hein, auditrice, auditeur, si vous aussi vous avez de l'épilepsie, pensez à éviter ça, parce que même si vous l'avez pas encore eu, c'est possible. Bref, donc toi, tu as choisi plutôt la voie études, la voie éducation, plus que la voie sportive. Malgré tout, bah, tu as toujours eu un, voire deux pieds dans le sport. À quel moment tu finis tes études et tu te dis, bon, bah voilà, là maintenant je vais me mettre à fond dans le boulot, ok, j'ai mon diplôme, mais le sport, je peux pas m'en passer, il faut que je continue à pratiquer. Et quel sport tu choisis à ce moment-là? Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'ai toujours fait du sport, hein. Donc, en études, je faisais 4 sports en même temps, hein. Je faisais du badminton, du volley, de la planche à voile et du handball. Voilà, donc j'ai toujours fait pas mal de sports, mais toujours, voilà, à partir après le ski, j'en ai toujours fait un peu, beaucoup, disons.
un peu plusieurs sports. Et après, je me suis lancé en effet dans la vie active. J'ai créé ma boîte. Et puis là, un peu par hasard, je suis rentré à Lyon. J'ai fait un premier petit trail. Et après, j'en ai donc le Lyon Urban Trail. Après, j'en ai fait un deuxième. Et là, en fait, le déclic, ça a été, je suis parti tout derrière, hein, tranquillement, voilà, comme tout le monde. Puis en montée, je sais pas, je disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens? Pourquoi ils avancent pas, quoi? Et je me suis rendu compte que j'avais quand même de par mon passé montagnard, randonnée, tout ça, j'avais un petit talent, disons, quand même pour humblement, hein, je suis pas Kylian Jornet, mais je me démerdais bien, quoi, disons. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, bah, c'est cool, il y a un sport où, au final, je pense que j'ai des capacités de base. Et puis, qui plus est, c'est un sport en montagne, comme j'ai toujours aimé faire. Mais en fait, il y a 10 ans, le trail, mais il faut faire de la nutrition, tout ça. Le trail, c'est compliqué. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais pas me lancer dans ce sport si tout le monde me dit que ça vaut pas le coup. Puis, en fait, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est mon sport. Il y a ça coche toutes les cases. Je suis pas mauvais. C'est dans mon environnement adoré. Il y a un rapport avec la nature. Voilà, et donc du coup, comme souvent, quand je me lance dans un truc, j'y vais pas à moitié. Et donc, je me suis remis dans un sport à fond, comme j'avais fait quand j'étais plus jeune. Voilà quoi. Donc ça. Et puis en plus, en tant qu'entrepreneur, le sport m'a un peu permis d'équilibrer parce que on pourra en reparler, mais lancer une boîte, c'est un peu comme un trail quand même, un ultra trail où tu te mets à fond. Et peut-être que j'étais un peu trop dans ma boîte. Et là, justement, le trail a permis d'équilibrer vraiment entre ma boîte, le sport et bon, peut-être maintenant, c'est un peu l'inverse. Je suis un peu trop dans le trail. Mais voilà, ouais, ça c'est venu très naturellement. Mais en fait, j'ai enfin coché la case du sport qui me convenait bien. Et du coup, j'y suis allé à fond. Bah, justement, aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de voir un peu quelles sont les passerelles qu'il peut y avoir entre le sport, voire le sport de haut niveau, et l'entreprise, en particulier l'entrepreneuriat pour toi. Tu le disais, quand tu es entrepreneur, c'est un peu un ultra trail, tu te lances à fond là-dedans. Tu sais que la ligne d'arrivée, elle est à 80, 100, 160, 170 km, voire même plus. Je peux me permettre, c'est la diff, c'est que tu sais pas où est la ligne d'arrivée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la diff Là, avec l'ultra trail, mais sinon. Ouais, tu sais qu'il va y avoir une ligne d'arrivée, mais tu sais pas trop où elle est. Tu sais, c'est un peu le no finish line, hein. C'est la course. Tu y vas et tu sais que ça va être long et que tu vas monter. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que tu vas monter, descendre, tu vas avoir des hauts, des bas, des jours où tu vas avoir la grosse banane et puis d'autres où tu vas être un petit peu dans le bad. Mais au final, bah, tu tombes pas, hein. Des fois, il y a les bâtons qui t'aident à tenir debout ou à remonter. Quel parallèle, justement, tu ferais entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau et en particulier le sport outdoor comme le trail? Ben, bon, on a déjà pas mal résumé hein, quand même, mais il y a ce fait clairement de montagne russe, de haut et de bas. Déjà, première chose. C'est-à-dire que c'est pas tout linéaire, quoi. Bon, comme beaucoup de choses dans la vie, hein, on va dire. Donc, l'ultra trail va être une image et le sport va être une image. Mais en tout cas, il faut être accroché mentalement et être prêt à affronter voilà, hein, des échecs, mais aussi des succès. Et donc, en fait, disons qu'il faut pas, comme dans, je pense, beaucoup de sports, s'enflammer quand on a des succès, parce que c'est souvent là après qu'on chute parce qu'on fait une bêtise. Et inversement, faut pas le lâcher quand on est un peu en bas de la pente parce que on sait que ça va revenir. Donc, il y a déjà ça. Après, il y a aussi une question qui est un peu liée, mais de détermination et de vision, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas pour dans un jour ou dans 10 jours. On sait que ça va être long et il faut avoir cette vision à long terme de qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait. Si on se lance dans le sport, j'ai envie de dire juste, alors n'étant pas sportif de haut niveau, je ne sais pas, mais juste pour être médaillé olympique, à mon avis, c'est trop juste. Ou en tout cas, juste avec un objectif très précis, quoi. Enfin, personnellement, moi, si je suis lancé aussi dans le trail, c'est pas juste parce que je voulais gagner, entre guillemets, ou pas à des courses, mais aussi parce que c'est un art de vivre, en fait, pour moi. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si on se lance juste pour revendre sa boîte 3 millions d'euros, ça va pas le faire. Par contre, si on a à cœur de transmettre des valeurs, comme moi aujourd'hui dans le vélo, j'essaie de sensibiliser un maximum de gens dans le vélo de par mon métier, tout ça. Donc, je pense que la vision et la vision long terme, en fait, est très importante. Et le pourquoi aussi, justement, pourquoi je fais ça. Voilà, donc ça fait déjà quelques parallèles intéressants. Il y en a sûrement plein d'autres. Mais... Ouais, et puis comme tu l'as dit, la résilience, ne pas lâcher, qu'on soit en haut ou en bas, parce que même
Parfois, on se dit on est en haut, ok, on va pas lâcher. Ouais, mais il y en a qui se disent bah voilà, je suis en haut, j'ai atteint mon objectif, c'est cool. Et c'est là que la motivation ou du moins tu lâches prise en fait. Et c'est là aussi, comme quand tu es dans le bas, qu'il faut pas lâcher. C'est ça, ouais. Soit tu lâches prise quand tu es en haut, soit tu prends trop confiance en toi aussi. En course à pied comme dans le travail, en course, dès que tu es bien, tu te dis allez, vas-y, j'accélère, et puis après tu te prends le mur. Ou dans le travail, dès que tu prends confiance en toi, tu vas sous-estimer des problèmes, sous-estimer des gens, et c'est derrière que tu vas te dire pourquoi j'ai fait ça, j'aurais mieux fait de les considérer avec attention. Donc tu nous disais, toi, tu as eu une première expérience entrepreneuriale en 2015. Et puis après, tu as lancé Morio, qui est une société qui agit dans le monde du vélo. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur ces deux expériences? Pourquoi la première s'est arrêtée? Et encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de faire un parallèle avec le sport, que ce soit en tant que pratiquant ou en tant que compétiteur. Oui, alors là, c'est sûr que c'est pareil, quoi. Hein, même, en fait, la première expérience fait presque partie de la deuxième, parce que c'est comme dans le sport, il faut un peu échouer, entre guillemets, pour rebondir, apprendre. Et donc, j'ai lancé une première boîte avec 2 autres personnes. Et déjà, moi, j'avais pas un fit extra avec ces 2 autres personnes, mais j'avais une opportunité de lancer quelque chose avec eux, alors que sinon, j'aurais rien fait. Donc, en fait, saisir les opportunités, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important dans tous les domaines, quoi. Dès qu'on a une opportunité qu'on sent bien, il faut la saisir. Et donc, j'y suis allé. Et puis, en fait, même l'idée n'était pas terrible, tout ça. Donc, au bout de 6 mois, ils ont décidé d'arrêter. Et bon, du coup, j'ai accepté. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que même si j'ai échoué, ça a duré que 6 mois. Donc, ça, c'est important aussi. Échouer rapidement, entre guillemets, vaut mieux faire des essais courts qu'attendre 3 ans et puis se rendre compte qu'on avait pris la mauvaise décision. Et puis surtout, ça m'a permis en fait d'apprendre énormément, de prendre confiance en moi aussi. Et du coup, j'ai su ce que je voulais et comment relancer une boîte. Et comme ça faisait que 6 mois que je m'étais lancé, c'était assez court pour me dire, allez, vas-y, j'ai encore du temps devant moi. Donc, j'ai lancé une deuxième entreprise. C'est pareil dans le sport, quoi. Parfois, il vaut mieux se lancer dans un défi court, atteignable, hein, bien sûr, mais court, et se dire, allez, je tente ça, changer de méthode d'entraînement, changer d'entraîneur, changer quelque chose, quoi, pour ensuite savoir si en fait c'était une bonne chose ou pas. Les échecs rapides comme ça, c'est très efficace. Le meilleur moyen, effectivement, de ne pas aller complètement dans le mur. C'est pas en partant sur un marathon que tu prends le départ et puis qu'au 30e, tu dis bah non, finalement, c'est mort. Vaut mieux se le dire au début. C'est ça. C'est finalement ce qu'on retrouve aussi chez beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont en pleine compétition. Parfois, on a du mal à comprendre que quand tu es un jour moins bien, que tu es moins bien classé, que tu jettes l'éponge. Et beaucoup te disent ouais, l'abandon, c'est pas une solution, moi j'y vais coûte que coûte. Ouais, mais au final, il vaut mieux se rendre compte après quelques minutes, quelques heures, ça dépend aussi de la durée de la compétition, mais que t'es pas dedans et que vaut mieux t'arrêter maintenant plutôt que d'hypothéquer tes chances de performer à la prochaine compétition. Et dans l'entrepreneuriat, finalement, c'est pareil. Oui, et puis ça, dans le sport, j'ai envie de dire, c'est pareil de manière générale. Alors, si je refais encore un parallèle avec le trail, il y a beaucoup de gens qui vont faire quelque chose, se blesser, et puis en fait, ils vont continuer dans la douleur en se disant non, mais c'est bon, ça va passer. Et puis après, souvent, la blessure, elle devient exponentielle, et au lieu d'avoir une semaine d'arrêt, c'est 3 mois. Donc, continuer dans la connerie, c'est jamais une bonne chose. Ça, c'est clair. Le seul problème, c'est de savoir où se situe la connerie, en fait. Voilà, exactement. Et ça, c'est très compliqué, c'est très subjectif. Ouais. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, faire des conneries n'est pas un problème. Je connaissais un truc, mais bon, quand on se trompe une fois, je sais plus. Bon, il y a un dicton qui dit très bien ça, quoi. Quand on se trompe une fois, c'est très bien. Comme 2, par contre, c'est cool. Une fois, ça va. 2 fois, bon, ça commence à devenir un peu limite. Mais alors la 3e fois, c'est que vraiment là, tu bascules dans la connerie. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça dans tout. Faire des essais et arrêter à temps plutôt que persister. Ouais, ça, c'est clair. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui a drivé ta deuxième expérience entrepreneuriale? Donc là, on parle de Morio. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que cet état d'esprit de test and learn, mais surtout test and fail rapidement, c'est quelque chose qui a drivé cette expérience professionnelle? Enfin, entrepreneuriale plutôt? Un petit peu, mais alors, bon, Morio, du coup, vite fait, donc on est 2 associés, hein, Jean Venet qui habite à Lille et moi-même, et on a créé donc cette entreprise pour lutter contre le vol de vélo, parce que le vol de vélo est un des principaux freins à l'usage du vélo en France. Et donc, du coup, à la base, on a créé un traceur GPS qu'on cachait dans les vélos. Et là, il y a 3 ans, on a arrêté cette vente parce que pour diverses raisons. Et on s'est tourné vers la vente d'assurance contre le vol.
Et donc, on équipe des entreprises, des collectivités locales, des boîtes de livraison de colis, voilà. Et des entreprises aussi pour leurs salariés, avec une assurance, casse, vol, responsabilité civile. Et alors, cette expérience de test and learn, disons que moi, j'ai moins eu ce rôle de test and learn. Pourquoi? Parce que je me suis associé avec quelqu'un qui avait déjà qui était un peu plus fou que moi, disons, et qui, lui, avait envie de faire beaucoup de choses. Donc là, j'ai plus eu le rôle de la personne qui ralentit un peu les ardeurs. Voilà, donc j'ai changé un peu de fusil d'épaule, disons mon fusil d'épaule pour voilà, parce que ça aussi c'est important de savoir collaborer et de savoir s'adapter à la personne avec qui on travaille. Et donc c'était pas mal parce qu'au final, du coup, en fait, à deux, on s'équilibre bien parce j'ai mon associé qui aime bien tenter des choses, un peu tout avec des idées, et moi derrière qui vais plus être un peu plus cérébral, réfléchir à bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas, etc. Bon, ok, oui, on le fait, mais vite fait, etc. Là aussi, on a du parallèle avec le sport, hein, l'esprit d'équipe. Souvent, l'athlète et l'entraîneur, l'athlète qui est un peu fou ou folle, qui veut tout faire, et l'entraîneur qui calme un peu les ardeurs. T'as pas forcément ce rôle d'entraîneur du CEO de Morio, mais en tout cas de celui qui a un peu plus sa tête sur les épaules. Clairement. En tout cas, savoir si on peut faire un parallèle un peu plus général, en fait, je trouve que dans les deux cas, il faut très bien savoir s'entourer donc des bonnes personnes. Donc là, par exemple, une bonne association, c'est important. Ça va être un peu en effet comme un couple entraîneur-athlète. Mais en fait, au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'entraîneur et l'athlète. Tu vas avoir le kiné, le préparateur mental, le préparateur nutrition, tout ça. Et bien s'entourer, comme nous, avec nos fournisseurs, nos investisseurs, nos collègues, ça bien s'entourer. Et du coup aussi, savoir bien connaître ces gens-là pour savoir à quel moment ils disent des bêtises ou à quel moment il faut les écouter. Ça, je pense, dans tous les cas, c'est le secret d'une réussite, qu'elle soit professionnelle ou sportive. Et comment tu fais, justement, on en revient un petit peu au point précédent, c'est-à-dire tomber dans la connerie, c'est jamais bon. La seule question, c'est de savoir où est-ce qu'elle se situe, la connerie. Comment est-ce que tu fais, justement, pour savoir quand ton staff, quand les personnes dont tu t'entoures sont les bonnes personnes, ou du moins, elles ont les bonnes réflexions à ce moment-là? Ouais, alors moi, là, n'ayant pas vraiment de staff sportif, disons, là, j'aurais un peu de mal mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai fait des erreurs de recrutement, par exemple, avec les collègues, et même aussi avec des partenaires, tout ça, avec mon associé, on se rend compte que pareil, en fait, à chaque fois, ce qui a bien marché par la suite, en tout cas pour le recrutement, en fait, c'est de prendre des gens qui ont les mêmes valeurs que soi. Et si on prend des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, en tout cas dans le travail, derrière, en fait, on peut leur faire confiance quasiment les yeux fermés parce qu'on va tous travailler dans la même direction et avec les mêmes intérêts. Donc, moi, je ne suis pas trop par exemple, avec mes collègues et donc avec tous les gens de confiance avec qui je suis, si je sais qu'on a les mêmes valeurs et la même vision, entre guillemets, je leur fais confiance. Bon, évidemment, tu checkes quand même ce qu'ils disent. Si ce qu'ils disent n'est pas des conneries, mais généralement, si tu partages la vision et les valeurs, je trouve que tu peux plutôt, en tout cas, accueillir la plupart des propositions à bras ouverts. Bon, après, avec le risque que, au final, l'équipe soit un peu des clones, qu'on ait toujours le même type de profil. Alors, du coup, je modère un peu. C'est les mêmes valeurs, ça ne veut pas dire le même type de personne. Tu peux avoir des horizons, des expériences différentes, mais là, pour le coup, des valeurs. Non, attention, hein, je ne dis pas du tout des clones. Nous, dans notre équipe, aujourd'hui, moi, je bosse avec 2 autres personnes qui sont très différentes de nous. Déjà, mon associé, au final, est quand même assez différent de moi. Et mes collègues aussi, on est tous différents. Il y en a 2 à Paris. Tu vois, par exemple, je suis un sportif montagnard. Il n'y en a aucun autre qui adore la montagne, etc. Donc, alors que moi, c'est mon premier truc, tu vois. Mais par contre, on se rattache autour de l'écologie, du vélo, des valeurs qui nous tiennent à cœur, de l'autonomie, des trucs comme ça. Et en fait, on travaille très bien ensemble par ça. Mais pour autant, alors l'âge, il va de 23 à 46 ans. Il y a 2 hommes, 2 femmes, parisiens, banlieusards. Enfin, tu vois, il y a vraiment provincial. Enfin, non, les valeurs ne veulent pas dire des clous. Bon, tu parles de valeurs, justement. Il y en a une dont on a un peu parlé en off. C'est la valeur écologie. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelle est ta valeur? Enfin, qu'est-ce que tu défends? Quelles sont tes croyances là-dessus?
Alors, si je peux me permettre, j'ai peu de croyances et beaucoup de faits. Ce ne sont pas des croyances dans l'écologie que j'aime, et c'est bien des faits scientifiques, disons. Je trouve que c'est important de le préciser que les militants, entre guillemets, écologistes rapportent bien des faits scientifiques. Mais pour faire vite, comme je l'ai dit encore, je reviens dessus, mais j'ai grandi dans les montagnes, et la première chose qui m'a agacé avec ce qu'on appelait avant, enfin, on appelle toujours le réchauffement climatique, c'est bien la fonte des glaciers qui est quand même assez impressionnante. Et c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille concernant le défi écologique qui est devant nous. Et à partir de là, je me suis pas mal renseigné scientifiquement, tout ça, sur le réchauffement, l'écologie. Et donc aujourd'hui, alors maintenant, ce qu'on pourrait appeler une croyance ou pas, c'est que oui, je pense en tout cas, de tout ce que les faits scientifiques nous montrent, qu'il faut qu'on ralentisse, c'est-à-dire ralentir notre mode de vie. Mais attention, ça ne veut pas dire revenir aux cavernes, revenir à la bougie, mais en tout cas, essayer de réfléchir un peu plus à vraiment nos besoins et tout ce qui est un peu superficiel dont on peut se passer, genre un voyage à Dubaï, à Bali, avoir une Ferrari, peut-être que tu as une Ferrari ou que certains en ont, mais voilà, mais même un SUV, hein, j'aurais envie de dire, en tout cas globalement, essayer de ralentir. Et donc personnellement, j'adopte un mode de vie le plus sobre possible et le moins polluant possible, avec pas d'avion, le moins de voitures possible. Comme disait ce week-end, maintenant j'ai un vélo électrique et j'essaye d'aller faire du ski en vélo, le train plutôt que la voiture. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais manger quasiment plus de viande, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Essayer d'acheter le moins possible d'objets, plutôt mutualiser, acheter voilà quoi, tout ce qu'on peut faire pour se dire quels sont nos besoins. Moi, mon besoin, c'est de profiter de la nature en faisant du sport. Pour ça, j'ai pas besoin non plus de 10 000 choses. Et puis le reste, aller, je sais pas, dans un hôtel 5 étoiles, profiter de choses un peu luxueuses. En tout cas, je pense qu'on peut s'en passer, donc je m'en passe. Voilà. Ce qui peut paraître peut-être un peu dichotomique, notamment pour certains sportifs de haut niveau. On a la chance en France, dans le trail, d'avoir l'un des plus beaux circuits mondiaux de trail, mais quand tu es espagnol, italien, que tu viens d'Europe de l'Est, bah, si tu veux aller faire du TMB, c'est un peu difficile d'y aller en courant ou en vélo. Donc là, l'avion s'impose. On parle du trail, mais on pourrait parler de plein d'autres sports. Finalement, le quotidien du sportif de haut niveau, c'est d'aller sur les lieux de compétition, et souvent, ces lieux de compétition sont éloignés. Donc même si tu as comment dire, des convictions plus que des croyances, c'était plutôt le mot conviction que je voulais employer tout à l'heure, bah, des fois, tu es obligé de peser le pour et le contre, notamment quand tu es sportif de haut niveau. Là, c'est clair qu'après, alors on peut encore aller sur un autre sujet, mais de toute façon, en fait, le sport, en effet, n'est pas épargné par la crise. Et en fait, le sport va être plutôt va subir tout ça plutôt qu'être responsable. En effet, bon, moi, j'aime bien quand même des athlètes comme Kylian Jornet qui vont un peu taper du poing sur la table. Mais en fait, c'est pas le sport ou pas qui doit se transformer, c'est toute notre société, nos valeurs. Et du coup, en fait, oui, le sport aussi va devoir se transformer. Pareil, ça ne veut pas dire rester à des niveaux départementaux, mais peut-être ne faire qu'un seul rassemblement international par an au lieu de 5. Peut-être changer notre vision de la compétition. Donc, en effet, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et je dis pas aux trailers aujourd'hui de haut niveau de ne plus jamais prendre l'avion, mais peut-être qu'ils peuvent faire juste un déplacement à l'international plutôt qu'aller une fois aux États-Unis, une fois au Japon et une fois en Afrique du Sud. Voilà. Là, c'est des idées. Moi, je veux pas incriminer telle ou telle personne parce que de toute façon, c'est plus les instances en fait qui doivent revoir c'est plus aux instances et après aussi. C'est un peu à tout le monde. Hein. Mais voilà, en tout cas, le sport est aussi touché par l'écologie et va devoir se transformer. Voilà. Mais c'est sûr que c'est. Et disons que dans le trail, si je peux me permettre, c'est sûr que je trouve que c'est plus compliqué qu'ailleurs parce qu'un sportif automobile émettre du carbone en avion, il n'en a rien à carrer, il en émet déjà assez avec sa Formule 1, donc ça ne change pas grand-chose. Le trail, on est quand même un sport proche de la nature et donc on va plus avoir des dissonances cognitives, de se dire bon, je prends l'avion, mais pour détruire les glaciers qui sont autour desquels je suis en train de tourner à Chamonix, et là, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, il va falloir, tout le monde va falloir changer, à voir à quelle échelle. Je n'ai pas la réponse magique non plus. Si on reprend ton expérience entrepreneuriale avec Morio notamment, donc vous assurez des vélos, vous vendez des assurances pour les vélos. Est-ce que ça implique justement des déplacements? Est-ce que ça implique d'aller sur place ou vous essayez d'agir aussi au niveau environnemental grâce à ça? Ah, bien sûr, nous, on agit totalement avec notre entreprise. C'est-à-dire que
Oui, c'est un peu des déplacements, mais seulement en France, enfin, et pas tant que ça encore. Et moi, je me déplace peu parce que je m'occupe de la partie technique. Et mon associé, il a un vélo pliant et il fait tous ses déplacements en train et en vélo, en fait. Donc, en gros, oui, on a des déplacements, mais on essaye aussi de les faire le plus sobrement possible. Et au contraire, on a un rôle là-dessus en tant qu'acteur du monde du vélo pour montrer que les déplacements à vélo en train sont totalement possibles. Encore une fois, on va toujours avoir des cas particuliers où c'est pas possible, mais bien sûr qu'on se déplace quasiment tout le temps en train depuis maintenant, depuis 5 ans. Quoi. Il y a encore 6 ans, on était un peu moins engagé que ça. Mais aujourd'hui, le train et le vélo, on a fait des séminaires dans les Pyrénées où tout le monde est venu en train, des choses comme ça. Et puis là maintenant, tu pousses un petit peu plus loin ta démarche en faisant une formation d'accompagnateur en moyenne montagne, donc en gros guide de personnes qui veulent aller faire de la balade en moyenne montagne. C'est aussi pour toi une façon de t'engager, ça fait partie de tes convictions? Totalement. Totalement, totalement. Alors, bon, moi, là-dessus, je suis pris en sandwich entre deux volontés qui vont être à la fois la partie emmener des gens faire du trail, justement, en montagne. Et là, les clients, clairement, demandent pas tant une sensibilisation à l'environnement, un petit peu, mais c'est surtout, voilà, avoir un expert, entre guillemets, du trail et qui va les encadrer, les emmener, leur donner des conseils. Et là, entre guillemets, j'ai toute ma légitimité en tant qu'à la fois plutôt sportif assidu de trail et en même temps connaisseur du milieu montagnard. Et puis ma formation va m'aider. Mais là, c'est plus la partie sport. Et en effet, il y a aussi une autre partie où là, les gens vont plus prendre un accompagnateur pour aller faire de la randonnée, de la balade, disons. Et là, comme j'ai fait tout cet été à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, le but, c'est de leur apporter au moins ces connaissances sur la nature, la géologie, comment sont formées les montagnes. Les montagnes, elles sont là depuis 400 millions d'années. C'est quand même impressionnant. Elles bougent pas comme ça. Les arbres aussi, comment ils survivent, etc. Les animaux. Tout ça, leur dire de respecter cette nature. Non, on ne balance pas une peau de banane dans la nature parce que les renards qui viennent la manger, ça va les perturber. Et en espérant que, en fait, plus on met les gens au contact de la nature, plus ils vont comprendre. Alors, même si comme ça, à distance, on a nos ordi, nos micros, on se dit pas, non, mais on est en train de détériorer. Bon, en fait, si, un petit peu, hein, mais bon, tout le monde, hein, on n'est pas. Mais en fait, peut-être que s'ils vont voir la nature, ils vont se dire, ah, ben oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être la préserver un peu plus et en prenant des viandes qui vont déforester, on va abîmer ou peut-être en construisant une autoroute entre deux villes. Je sais pas si ça te concerne. Un tipping pour l'autoroute Castres-Toulouse. Voilà, c'est ça. J'en profite hein, comme t'es là-bas. Bref. Donc voilà, peut-être que j'espère en tout cas sensibiliser les gens à tout ça parce que je trouve que là, on est dans un milieu qui est juste incroyable. Quoi. Notre environnement est fou. En plus, en France, on a des paysages sublimes et peut-être que si ça met des petites graines dans les gens en disant bon, ah oui, c'est vrai qu'en fait, peut-être je pourrais faire des choix qui la respecteraient un peu plus. C'est ça de gagner. Quoi. Puis surtout que c'est intéressant de comprendre tout ça. Voilà. Dans le podcast, quand j'échange avec des sportifs de haut niveau, on aborde évidemment le sujet du financement de la carrière parce que c'est un peu le point noir des carrières des sportifs et sportifs de haut niveau pour deux raisons. La première, c'est que il faut de l'argent pour vivre, même si on vit sobrement, voilà, sans vivre dans l'exubérance, il en faut quand même. Et puis il y a une chose auquel on pense moins, c'est que un sportif ou une sportive de haut niveau, comme tout le monde, un jour il sera à la retraite et pour être à la retraite, il faut cotiser. Bon. Donc ça, c'est le premier côté. La première raison pour laquelle le financement des carrières de sportifs de niveau, c'est un peu un point noir. C'est aussi un point noir parce que ça rajoute une charge mentale, le fait d'aller chercher, d'aller financer sa carrière. Beaucoup, finalement, sont obligés de prendre un emploi, que ce soit à mi-temps ou à temps plein, en plus de leur carrière de sportif de haut niveau. Toi, tu es plutôt un entrepreneur qui court aussi, qui fait aussi beaucoup de sport à côté. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre les deux en termes d'organisation, de planning ? Ouais, ça, c'est sûr que je ne peux pas parler pour un sportif de haut niveau, même si tous les sujets que tu évoques, je les connais bien parce que je suis quand même ce milieu-là. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai quand même l'avantage de ne pas avoir de famille, entre guillemets. Alors, l'avantage ou l'inconvénient, hein. Mais en tout cas, pour le trail, c'est plutôt un avantage, disons. Donc, et puis, en plus, je suis entrepreneur. Donc, en fait, je gère mon temps un peu comme je veux. Bon, il faut quand même que mon associé, mes collègues soient au courant et acceptent. Mais globalement... donc ce temps, et puis comme c'est ma passion, je compte pas les heures passées à ça. Donc en fait, là, je ne vais pas être très représentatif de la population parce que j'ai tout le temps que je veux. Et bon, c'est vrai qu'après, presque, je choisis aussi ma vie comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me vois pas m'engager avec
une conjointe qui pratiquera pas ce sport, ou en tout cas partiellement la montagne, parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché, parce que c'est trop important pour moi. Donc en fait, je le mets en priorité. Alors là, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de mettre le sport plutôt que la famille avant? Ça, je veux dire, si moi je suis heureux comme ça, C'est l'essentiel. voilà, c'est ça. Mais donc là-dessus, moi, j'ai du temps comme ça. C'est vrai que je me dis aujourd'hui, mais si j'avais une famille avec mon travail, avec comment je m'entraînerais, bon, je pense que peut-être aussi que j'apprendrais à mieux gérer des temps, comment dire, perdus, quoi. Voilà, je m'organiserais mieux, je sais pas. Mais voilà, moi, j'essaye de passer et quoi, au moins faire 15 heures, 10-15 heures de sport par semaine et je m'en sors pas trop mal, mais encore une fois, ouais, c'est facile, quoi. Non, il y a quand même la vie sociale qui prend un peu de place parce que j'aime bien aussi quand même avoir des relations et ça, c'est pas toujours évident les week-ends à droite à gauche, mais au final, je bouge quand même moins. Donc, voilà, moi, c'est facile pour moi, disons. Donc, je vais pas apprendre grand-chose aux autres personnes. Non, mais après, ce qui peut être intéressant, c'est justement comment est-ce que tu organises ton temps, qu'il soit de travail ou d'entraînement, enfin de pratique sportive. Est-ce que tu bloques des créneaux dans ton agenda? Et comme tu le disais, il faut aussi que ton associé et tes collaborateurs soient au courant. Donc, est-ce que tu bloques des temps dans ton agenda et puis après, tu t'adonnes à ton activité et ça t'empêche pas finalement dans une journée de 24 heures de trouver aussi le temps de dormir, de manger et de travailler. C'est vrai que comme tu le dis, tu as l'avantage d'être un entrepreneur et de pas avoir de famille. C'est un avantage ou un inconvénient, mais ça te permet de t'organiser comme tu veux. Si tu as envie de bosser entre 22 et 24 heures, enfin entre 22 et 23h30, il n'y a personne à la maison qui va dire non, mais il faut s'occuper des enfants, il faut coucher les petits, il faut manger, etc. Tu t'organises comme tu veux. Mais du coup, enfin, quelle est ta stratégie, quoi? Est-ce que tu bloques du temps dans ton agenda? Est-ce que c'est opportuniste? C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu traites tes mails, tu fais deux, trois trucs, deux, trois tâches, et puis après, là, tu lèves la main en disant aux autres, ouais, là, je vais courir pendant 2 heures, j'y suis plus pendant 3 heures, débrouillez-vous sans moi, on se revoit tout à l'heure. Non, non, ouais, moi globalement, je garde quand même des horaires de bureau. Bon, déjà parce que c'est un rythme qui me convient, et puis en plus, comme ça, je suis aussi dispo en même temps que mes collègues, et c'est quand même ça qui est important. Je trouve disons que mon premier rôle dans mon entreprise avec mes collègues qui font du développement web, c'est d'être dispo quand elles en ont besoin. Et donc, globalement, je fais ça, et j'arrive à organiser mes entraînements, que ce soit après le week-end ou le soir en semaine. Et après, soit quand j'ai un blocage, en effet, c'est là où je vais débloquer un petit créneau pendant la semaine. Et encore, ça va souvent être le midi. Donc, bon, au pire, je décale la réunion de 14h à 14h30. Voilà. Et puis, pareil, ça peut m'arriver là. Alors, maintenant que je viens d'arriver à Grenoble, les tentations vont être fortes d'aller faire un petit peu de ski de fond le lundi matin avec un pote qui est prof, quoi, par exemple. Et là, pareil, là, ça reste de l'exception parce qu'en fait, c'est plus par rapport à du respect vis-à-vis de mes collègues où j'ai pas envie de leur dire bon allez travailler, moi je profite, voilà. Donc globalement je garde un temps normal, mais en effet disons que je vais avoir par contre cette charge mentale en moins qui est que bon ben si vraiment je peux pas faire autrement et ben là allez je débloquerai un créneau et j'irai faire mon sport pendant le travail, quoi. Mais j'essaie de rendre ça exceptionnel. Si je peux me permettre, par contre en fait aussi je passe beaucoup de temps à dormir quand même. Donc, c'est vrai que ça me bloque aussi un petit peu du temps finalement. Peut-être que sinon, si j'avais une famille, je dormirais moins. Mais voilà, je dors quand même beaucoup aussi. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait des choix pas si larges que ça. Et j'aime pas travailler jusqu'à 23 heures le soir. Ça, c'est pas possible pour moi. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi dormir beaucoup? Parce que quand on est sportif, on sait le besoin et le bienfait du sommeil, que ce soit la sieste ou que ce soit la nuit entière. Et c'est une question que je pose pas forcément à mes invités, mais pour toi, ça veut dire quoi dormir beaucoup? Moi, c'est être au lit à 22h30 et le réveil à 7h30. Donc, c'est au Ouais, moins avoir 9 heures dans mon lit, quoi. Voilà. Vraiment me ok. laisser le temps Et puis, si dès que je suis fatigué, par exemple au travail, je fais une sieste. Voilà, ça c'est pas forcément pour le sport à la base, c'est parce que je me sens beaucoup mieux comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, tout le monde le dit que la première source de récupération, c'est le sommeil, donc autant en abuser. Voilà. Bah, c'est peut-être effectivement le secret aussi pour pouvoir réussir à jongler entre ces deux vies, cette vie d'entrepreneur et cette vie de sportif. Et c'est peut-être un bon tuyau pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est vrai, le repos, c'est la clé. Ouais, la team no pain, no gain, je dors pas, je travaille comme un fou, je m'entraîne comme un fou, ça a ses limites, hein. C'est ça, ouais, ça marche à court terme. Mais encore une fois, on en revient un peu à ce que je disais au début. Comme dans le sport, comme l'entrepreneuriat, il faut viser long terme. Et du coup, ça s'épuiser, ça marche pas. Moi, j'aurais tendance à rajouter de conseiller aux gens d'aller faire du sport en nature et c'est peut-être comme ça
qui seront bien et qu'en plus, ils respecteront notre environnement et donc notre futur. Évidemment, évidemment. Moi, je suis de la team sportif outdoor. Et j'ai encore 2 questions. Si tu pouvais revenir en arrière, enfin pas revenir en arrière, si tu pouvais te projeter à côté du petit Adrien Rambaud, tu vois, quand tu tirais un peu la bourre avec Alexis Pinturo, que lui sache exactement quelle a été ta vie, tu vois, et que vous pouviez discuter tous les deux. Qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi ? J'ai envie de faire pareil. Et du coup, qu'est-ce que tu lui répondrais, quoi ? Quelle est la recette magique ? La recette magique, c'est d'écouter ses envies et de foncer en respectant ses valeurs. Ça marche. Et puis, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi ? Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ? Ouais, on peut me retrouver sur Strava, comme je pense beaucoup de personnes à ce podcast, j'imagine. Ouais, sur Strava et puis sur LinkedIn aussi. Comme on en parlait tout à l'heure, je suis pas un gros influenceur, mais j'essaie de poster pour pousser les gens à faire plus de vélo et de sport parce que je pense que c'est des choses importantes pour notre futur et pour une planète plus respirable. Donc, je me force à poster. Mais on peut me retrouver sur Strava et sur LinkedIn. Adrien Rambaud. Ça marche. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Adrien, pour ce moment passé avec toi. J'espère que ça aura inspiré nos auditrices et nos auditeurs. Et puis, voilà, si vous avez envie de faire un petit tour à la montagne, appelez Adrien. Il vous emmènera faire un tour avec sa casquette de guide de moyenne montagne. Sans aucun problème. N'importe quel massif français, avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Adrien. À bientôt. Merci, Armano. Salut. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Adrien Rambaud que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Adrien et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!